En novembre 2025, le Pentagone publiait une nouvelle qui allait ébranler l'industrie de l'armement américaine. 87%. 87% de tous les chars M1 Abrams livrés à l'Ukraine étaient détruits, endommagés ou capturés. 27 chars sur 31 en moins d'un an, le plus fier char de combat américain, celui qui, pendant la guerre du Golfe, a anéanti les armées de chars irakiennes. Celui qu'on disait invincible. 87% de pertes, c'est énorme. Mais voilà ce que personne ne dit, ce que les historiens militaires préfèrent passer sous silence. Lors de la plus grande bataille de chars de l'histoire, à Koursk, en juillet 1943, la Wehrmacht engageait 146 Panzertigres. À la fin de la bataille, 6 étaient détruits, 6 seulement, soit environ 4%. 4% de pertes lors de la plus grande bataille de chars de tous les temps. 87% de pertes en un an de guerre moderne. Comment est-ce possible? Comment un char allemand vieux de 80 ans peut-il mieux survivre que le char de combat le plus moderne du monde? La réponse va vous surprendre, car elle n'a rien à voir avec la technologie. Elle est liée à la doctrine, à la tactique, à la façon dont on emploie les chars, et elle révèle des vérités dérangeantes sur la guerre moderne à l'américaine. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Le 5 juillet 1943 débutait l'opération Citadelle, la dernière grande offensive allemande sur le front de l'Est. L'objectif, l'arc de Koursk, une énorme saillie soviétique dans le front. La Wehrmacht engageait tout ce qu'elle avait. 780 000 soldats, 2928 chars, 9966 canons et 146 Tigres. Le Tigre était le char le plus redouté de la guerre. Canon de 88 mm, blindage frontal de 100 mm, 57 tonnes de masse au combat. Aucun char allié ne pouvait le percer frontalement. Le T-34 soviétique devait s'approcher à moins de 500 mètres pour avoir une chance. Et même là, c'était peu probable. Mais le Tigre avait un avantage décisif, qui n'avait rien à voir avec son blindage. La doctrine, la Wehrmacht avait développé une doctrine de combat blindé, très en avance sur son temps. Ils appelaient ça l'action interarmes. Les chars ne combattaient jamais seuls. Ils combattaient en coordination avec l'infanterie, l'artillerie et la Luftwaffe. À Koursk, cela signifiait que, avant qu'un Tigre n'arrive à porter des armes anti-chars soviétiques, la Luftwaffe avait déjà traité les positions ennemies. Les Stuka, avec leurs canons de 37 mm, chassaient les chars soviétiques. L'artillerie démolissait les fortifications. L'infanterie nettoyait les champs de mines. Le Tigre n'entrait en action que lorsque le champ de bataille était préparé. Et si un Tigre était endommagé, la Wehrmacht avait des chars de dépannage juste derrière le front. Les Tigres endommagés étaient récupérés en quelques heures, réparés, remis en service. Sur les 146 Tigres engagés à Koursk, beaucoup ont été endommagés pendant la bataille, mais seulement 6 ont été perdus. Le reste a été récupéré et réparé. C'est la différence entre les pertes et les pertes totales. Maintenant, avançons dans le temps. De 81 ans, en Ukraine, au M1 Abrams. L'Abrams est technologiquement supérieur. Meilleur blindage, meilleure électronique, meilleur contrôle de tir. Sur le papier, il devrait être invincible. Mais l'Ukraine n'a pas la supériorité aérienne. Pas d'artillerie coordonnée. Pas d'infrastructure de récupération. Les Abrams ont combattu seuls, et ils ont été abattus, un après l'autre. Mais voici la partie vraiment terrifiante. Les Abrams n'ont pas été détruits par des chars ennemis, ils ont été détruits par des drones FPV, de petits drones kamikazes bon marché, qui coûtent $400. Un drone à $400 contre un char à 10 millions de dollars. Et le drone gagne. Selon les rapports du Pentagone de novembre 2025, tous les Abrams perdus, sauf un, ont été détruits par des attaques de drones venus d'en haut. Un Zeul a été touché par le canon principal d'un T-72B3 russe.
C'est une révolution dans la guerre, et les Américains n'y étaient pas préparés. Mais la Wehrmacht, en 1943, elle avait un problème similaire, pas avec des drones, mais avec des attaques aériennes. À Koursk, l'armée rouge a engagé des avions d'attaque Ilyushin Il-2 Sturmovik. Les soviétiques les appelaient les chars volants. Ils attaquaient les colonnes de chars allemandes depuis le ciel, avec des bombes, avec des roquettes, avec des canons de bord. Et qu'a fait la Wehrmacht? Elle a développé des contre-mesures, défense antiaérienne directement auprès des unités de chars, camouflage, déplacement uniquement de nuit ou par mauvais temps. Et les tigres ont survécu. La différence, c'est la doctrine. La Wehrmacht avait compris en 1943 que les chars étaient vulnérables. Ils ont développé des tactiques pour minimiser cette vulnérabilité. L'armée américaine, en 2024, elle a envoyé des Abrams sur un champ de bataille rempli de drones, sans défense anti-drone, sans soutien aérien, sans capacité de récupération. Le résultat était prévisible. Mais laissez-moi creuser plus profond, dans les chiffres, car les chiffres racontent la vraie histoire. À Koursk, 2928 chars allemands ont combattu environ 5128 chars soviétiques. Le ratio, presque 2 contre 1 en faveur des soviétiques. À la fin de la bataille, les Allemands avaient perdu environ 323 chars. Les soviétiques, au moins 1600. Le ratio, 5 contre 1 en faveur des Allemands. Le Tigre avait des statistiques encore meilleures. Sur 146 Tigres engagés, seulement 6 ont été perdus. Mais ces 6 Tigres avaient auparavant détruit des dizaines de véhicules ennemis. Un as du Tigre, Michael Wittmann, a détruit plus de 30 véhicules ennemis en quelques jours à Koursk. Lui-même est resté indemne. Laissez-moi vous raconter une bataille spécifique à Koursk, le 12 juillet 1943, près de Prokhorovka. La 5e armée de chars de la garde soviétique a attaqué avec plus de 800 T-34. Contre eux, il y avait environ 15 Tigres et quelques Panthers de la division SS Leibstandart. 15 Tigres contre 800 T-34. C'est un ratio de plus de 50 contre 1. À la fin de la journée, les Soviétiques avaient perdu des centaines de chars. Les Allemands, 3 Tigres endommagés, aucun détruit. Comment était-ce possible? Action interarmes. Les Tigres n'étaient pas seuls. Ils avaient des positions de canons anti-chars sur les flancs, de l'infanterie dans des positions préparées, un appui d'artillerie sur demande, un appui aérien des Stuka. Les T-34 soviétiques ont foncé dans un feu croisé. Avant d'être à portée des Tigres, ils étaient déjà sous le feu sur le flanc. Ceux qui passaient rencontrèrent des Tigres qui tiraient depuis des positions préparées. C'était un massacre, mais pas à cause du blindage du Tigre, à cause de la doctrine du Tigre. Comparez ça avec l'engagement des Abrams en Ukraine. Des chars isolés, des positions isolées, pas de défense intégrée. Un opérateur de drone russe n'a qu'à attendre, tôt ou tard. L'Abrams quittera sa position, tôt ou tard, il sera vulnérable. Près de Prokhorovka, les Soviétiques ont dû sacrifier des centaines de chars pour endommager 3 Panzer Tigres. En Ukraine, la Russie doit sacrifier un drone pour détruire un M1 Abrams. C'est là toute la différence. C'est la puissance de l'action interarmes. Regardons ce qui s'est passé en Ukraine. 31 Abrams livrés, 27 perdus. Combien de chars ennemis ces 31 Abrams ont-ils détruits? Les chiffres exacts sont classifiés, mais les rapports disponibles suggèrent très peu de tirs réussis. Les Abrams ont été principalement utilisés de manière défensive, et ils ont été touchés avant même de pouvoir combattre efficacement. Le ratio de destruction par perte du Panzer Tigre à Koursk, environ 10 pour 1, voire mieux. Le ratio de destruction par perte de l'Abrams en Ukraine, probablement inférieur à 1 pour 1. Ce n'est pas une question technologique, c'est une catastrophe doctrinale. Mais ça devient encore plus intéressant, car le Pentagone a réagi,
et sa réaction est révélatrice. Le 6 mai 2025, le secrétaire à l'armée Daniel Driscoll a annoncé un changement radical de la doctrine des chars. L'Abrams ne serait plus utilisé comme fer de lance. Au lieu de cela, il fournirait un appui-feu depuis des positions sûres, seulement après que des drones aient nettoyé le champ de bataille. Réfléchissez-y, l'armée américaine a mis 80 ans à comprendre ce que la Wehrmacht savait déjà en 1943. Les chars sont vulnérables, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de suprématie aérienne. La Wehrmacht appelait cela l'action interarmes. L'armée américaine appelle cela désormais la guerre assistée par drone. La technologie a changé. Le principe est identique. Mais voici la partie qui m'inquiète vraiment. En juillet 2025, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a signé une directive. D'ici fin 2026, chaque unité de l'armée devra être équipée de systèmes sans pilote. Drone avant les chars, reconnaissance avant l'attaque. C'est exactement la doctrine utilisée par la Wehrmacht en 1943, sauf qu'elle utilisait des Stukas au lieu de drones. Les Américains ont mis 80 ans pour apprendre des Allemands, et ils ont perdu 27 Abrams pour le comprendre. Mais creusons encore plus profondément. Dans les mécanismes de survie, le Tigre à Koursk n'avait pas de défense anti-drone, il n'avait pas de système de protection active, il n'avait pas de guerre électronique. Ce qu'il avait, c'était de l'espace et du soutien. À Koursk, les Tigres opéraient en terrain ouvert. Les Soviétiques pouvaient les voir, mais ils ne pouvaient pas s'approcher suffisamment. Le canon de 88 mm du Tigre touchait à 2000 mètres. Le canon de 76 mm du T-34 était pratiquement inefficace contre le Tigre à plus de 500 mètres. Le Tigre contrôlait le champ de bataille par sa portée. L'Abrams, en Ukraine, il combattait en zone bâtie, dans des villes, dans des villages, où des opérateurs de drones lançaient leurs engins depuis des caves et des fenêtres. La portée ne signifie rien si la menace est à 50 mètres et qu'elle vient du ciel. Et puis il y a la récupération, à Koursk. La Wehrmacht avait des chars de dépannage juste derrière le front. Si un Tigre était touché, un char de dépannage arrivait en quelques heures. Le Tigre endommagé était remorqué jusqu'à l'atelier, réparé, et souvent de nouveau opérationnel en quelques jours. En Ukraine, pas d'infrastructure de récupération. Les Abrams endommagés étaient abandonnés, capturés par les Russes ou complètement détruits par d'autres drones. Un Tigre endommagé était un cas de réparation. Un Abrams endommagé était une perte totale. Cela explique la différence entre 4% et 87%, mieux que n'importe quelle analyse technique. Mais laissez-moi vous montrer autre chose. L'Ukraine devrait produire 4,5 millions de drones FPV en 2025. 4,5 millions. C'est plus de drones qu'il n'y a de chars dans le monde entier. Ces drones coûtent entre 400 et 500 $. Un Abrams coûte entre 8 et 10 millions de dollars. Le ratio, 20 000 drones pour chaque Abrams. Même si un seul drone sur 1000 touche sa cible, le char est fini, à Koursk. Les Soviétiques avaient également une supériorité numérique. Plus de chars, plus de soldats, plus d'avions. Mais ils n'avaient pas une supériorité de 20 000 contre 1 en armes d'attaque. La guerre moderne des drones a fondamentalement transformé le champ de bataille. Et l'Abrams a été conçu pour un champ de bataille qui n'existe plus. Le Tigre a été conçu pour le champ de bataille de 1943. Et il le dominait. L'Abrams a été conçu pour le champ de bataille de 1991. La guerre du Golfe, désert ouvert, ligne de visée claire, supériorité aérienne. Il n'a pas été conçu pour le champ de bataille de 2025. Drones, combat urbain, menaces asymétriques, et il échoue, mais voici ce qui est intéressant. Le Pentagone le sait et il réagit. En juillet 2025, General Dynamics Land Systems a obtenu un contrat de 150 millions de dollars pour le développement du M1E3.
Un nouveau char, plus léger, plus rapide, avec un système de protection active. Le major général Glenn Dean a déclaré que la guerre en Ukraine avait révélé des lacunes critiques dans la conception traditionnelle des chars. Le M1E3 portera le système Iron Fist israélien, protection active, brouilleur, projectile d'interception. En d'autres termes, les États-Unis développent enfin un char qui tient compte des leçons de l'Ukraine, 80 ans après Koursk. Et voici quelque chose que la plupart des analystes négligent. Le M1E3 aura un équipage de 3 hommes, au lieu de 4 pour l'Abrams actuel. Un système de chargement automatique remplacera le chargeur humain. Savez-vous quel char avait déjà un système de chargement automatique en 1943? Aucun. Mais savez-vous quel char avait un système de chargement semi-automatique en 1943 qui assistait le chargeur? Le Tigre. Le canon de 88 mm du Tigre avait un dispositif de fermeture semi-automatique. Le chargeur insérait l'obus, la culasse se fermait automatiquement. C'était révolutionnaire en 1943. Cela augmentait la cadence de tir. Cela réduisait la fatigue de l'équipage. 80 ans plus tard, les Américains développent un système entièrement automatique, basé sur l'expérience de l'Ukraine, où des drones ont percé les trappes de tourelles et tué des équipages. Moins d'équipages signifie moins de points vulnérables, moins de personnes susceptibles de mourir. Le Tigre de 1943 avait un équipage de 5 hommes. Le M1E3 de 2030 en aura 3. L'évolution va dans le sens de moins de personnes dans le char. Un jour, peut-être plus personne, mais c'est une histoire pour une autre vidéo. Mais voici l'ironie. Le système Iron Fist est basé sur une technologie initialement développée en Allemagne. Le système ADS de Rheinmetall. Protection active, construction modulaire. Les Américains copient à nouveau les Allemands, tout comme les Soviétiques ont copié le moteur Maybach en 1947, tout comme l'OTAN a copié la tactique de mission. Technologie allemande, doctrine allemande, mise en œuvre américaine. L'histoire se répète vraiment. Mais laissez-moi souligner un point particulièrement intéressant. Le Panzer Tigre à Koursk n'était pas seulement un char, c'était un système, un écosystème. Chaque compagnie de Tigre disposait de chars de dépannage attitrés, des spécialistes pour les réparations, des ateliers mobiles, des dépôts de pièces de rechange. Si un Tigre était touché, mais pas détruit, de l'aide arrivait en quelques heures. Récupération, réparation, remise en service. Les Allemands comprenaient que la vraie valeur d'un char ne résidait pas dans un seul engagement, mais dans sa durée d'utilisation globale. Un tigre réparé 10 fois est plus précieux que 10 tigres, qui ne combattent qu'une seule fois et sont perdus. C'est une compréhension fondamentale, et les Américains semblent l'avoir oublié. L'Ukraine n'avait aucune infrastructure de récupération pour les M1 Abrams. Aucun atelier spécialisé, aucun technicien américain sur place. Quand un Abrams était endommagé, il était abandonné, capturé ou complètement détruit par d'autres drones. Ce n'est pas une faiblesse de l'Abrams. C'est un échec de la logistique, de la planification, de la doctrine. La Wehrmacht en 1943 n'aurait jamais envoyé des tigres dans une zone sans prévoir de capacité de récupération. Les États-Unis en 2024 ont fait exactement cela et ils en ont payé le prix. 27 Abrams, des centaines de millions de dollars, une puissance de combat perdue. Cela n'aurait pas dû arriver. Et voici une autre chose que j'ai remarquée. À Koursk, la Wehrmacht avait une structure de commandement claire. Chaque commandant de Tigre savait exactement ce qu'il devait faire, où il devait aller, qui le soutiendrait. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune confusion. Chacun connaissait sa place dans le système global. En Ukraine, les Abrams ont été remis à des unités ukrainiennes avec une formation minimale, une communication défaillante, des structures de commandement peu claires. Les équipages allemands s'entraînaient pendant 3 ans pour maîtriser un tigre.
Les équipages ukrainiens ont eu des semaines. Ce n'est pas la faute des Ukrainiens. C'est un problème structurel. Un problème d'intégration hâtive d'armes occidentales dans une armée formée au système soviétique. La Wehrmacht de 1943 n'aurait jamais confié un tigre à une unité qui ne s'était pas entraînée pendant des mois, qui ne connaissait pas chaque fonction du char, qui ne comprenait pas exactement comment l'utiliser en action interarmes. Les États-Unis en 2024 ont fait exactement cela, et ils en ont payé le prix. Ce n'est pas une critique des Ukrainiens. Ils se battent vaillamment avec ce qu'ils ont, mais c'est une critique de la stratégie occidentale de livraison d'armes. Les armes seules ne gagnent pas les guerres. La formation gagne les guerres. La doctrine gagne les guerres. L'intégration gagne les guerres. Et c'est exactement ce qui a manqué aux Abrams. Mais revenons aux chiffres, car les chiffres sont cruciaux. 107 millions de dollars. C'est ce que l'armée américaine investit maintenant dans des améliorations de la survie, pour près de 400 Abrams, peinture de camouflage, blindage de fond contre les mines, système d'alerte laser, protection contre les attaques venant du dessus. 107 millions pour 400 chars. Cela fait environ 267 000 dollars par char. Savez-vous ce que 267 000 dollars représenterait en drones? Plus de 500 drones FPV pour chaque char. Les mathématiques de la guerre moderne sont brutales, et elles ne sont pas du côté des chars. Mais la Wehrmacht, en 1943, avait le même défi. Infériorité numérique, parité technologique avec l'ennemi, faiblesse logistique. Et elle a réagi avec la doctrine, avec la tactique, avec l'action interarmes. À Koursk, les Soviétiques perdaient 5 chars. Pour chaque char allemand qu'ils détruisaient, en Ukraine, les Ukrainiens perdent probablement plus de valeur en chars que les Russes n'en perdent en drones. La Wehrmacht de 1943 était plus efficace que l'OTAN de 2025. Ce n'est pas une glorification de la Wehrmacht, c'est une analyse lucide. Une analyse qui montre que la technologie seule ne suffit pas pour gagner. La doctrine gagne, la tactique gagne, la bonne utilisation des ressources gagne. Et les États-Unis ont oublié cela. Mais ils apprennent maintenant à la dure. Laissez-moi vous raconter une anecdote spécifique. En juin 2024, un Abrams a été touché près d'Avdiivka. Un drone FPV, impact venu d'un haut, à travers les trappes de la tourelle. Le char a été incendié, l'équipage a survécu, mais le char a été perdu. Un pilote de drone russe a déclaré plus tard dans une interview. C'était simple, nous savions où ils allaient devenir. Nous avons attendu. Un seul drone a suffi. Un drone, 400 $. Un Abrams, 10 millions de dollars. À Koursk, les Soviétiques devaient sacrifier plusieurs T-34 pour détruire un Tigre. Le ratio était acceptable pour les Soviétiques, qui pouvaient produire des milliers de T-34. En Ukraine, les Russes doivent sacrifier un drone pour détruire un Abrams, et ils produisent des millions de drones. Le ratio n'est pas acceptable pour quiconque utilise des Abrams, et c'est la leçon. Mais laissez-moi mentionner un point important. En octobre 2025, Military.com a rapporté que l'armée américaine révisait toute sa doctrine de combat en se basant sur les expériences d'Ukraine. La nouvelle doctrine prévoit « les drones mènent l'attaque ». Les chars ne suivent qu'une fois le champ de bataille nettoyé. Les unités d'infanterie seront équipées de systèmes sans pilote. La protection active deviendra la norme. Cela semble révolutionnaire. Mais c'est exactement ce que la Wehrmacht pratiquait. Déjà en 1943, à Koursk, les Stukas menèrent l'attaque. Les Tigres ne suivaient qu'une fois que la Luftwaffe avait traité les positions ennemies. L'infanterie déminait les champs de mines. L'artillerie préparait le champ de bataille. Action interarmes, 1943-2025. Le principe est identique. Seule la technologie a changé. Drones à la place des Stukas.
Protection active à la place des jupes blindées. Connectivité numérique à la place des radios. Mais le principe de base reste, les chars font partie d'un système. Ils ne combattent pas seuls, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'intégration. La Wehrmacht comprenait cela intuitivement en 1943. L'armée américaine l'apprend en 2025, par une expérience douloureuse. 27 Abrams perdus, c'est le prix de l'apprentissage. Et l'ironie est brutale. L'OTAN étudie la doctrine allemande depuis des décennies. Auftragstaktik. Action interarmes, guerre de mouvement, mais elle n'a pas appliqué les leçons, pas en Ukraine. Les Abrams ont été envoyés sans soutien aérien, sans défense anti-drone, sans infrastructure de récupération. Un général allemand de 1943 n'aurait jamais fait cela. Et nous voyons le résultat dans les statistiques. 4% à Koursk, 87% en Ukraine. La différence n'est pas la technologie, la différence est la mentalité. Si vous trouvez cette histoire intéressante et que vous souhaitez soutenir mes recherches, vous pouvez laisser un don super merci. Cela me permet de continuer à plonger dans les archives et de vous apporter des histoires que les grands médias ne racontent pas. Mais maintenant, je voudrais en venir au cœur du sujet, à la question fondamentale. Pourquoi le Panzer Tigre a-t-il survécu à Koursk, alors que le M1 Abrams échoue en Ukraine? La réponse est triple. Premièrement, la doctrine. La Wehrmacht comprenait que les Panzers font partie d'un système. Le Tigre ne combattait jamais seul. Il avait un soutien aérien, un soutien d'infanterie, un soutien d'artillerie, un soutien de récupération. L'Abrams en Ukraine combattait seul, sans supériorité aérienne, sans défense anti-drone, sans infrastructure de récupération. Deuxièmement, le contrôle du champ de bataille, à Koursk. Le Tigre contrôlait le champ de bataille grâce à sa portée. Il pouvait détruire des cibles à 2000 mètres, tandis que les chars ennemis devaient s'approcher à 500 mètres. En Ukraine, il n'y a aucune portée sûre. Les drones arrivent de partout, d'en haut, des côtés, des caves et des fenêtres. Troisièmement, l'asymétrie. À Koursk, le système d'attaque soviétique le plus cher était un Il-2 Sturmovik, des centaines de milliers de dollars en monnaie actuelle. Pour détruire un Tigre, les soviétiques devaient déployer des ressources considérables. En Ukraine, l'arme anti-char la plus efficace coûte 400 $, l'asymétrie est dévastatrice. Le Tigre a survécu parce que le coût de sa destruction était élevé. L'Abrams meurt parce que le coût de sa destruction est ridiculement bas. Ce n'est pas la faute de l'Abrams, c'est la réalité du champ de bataille moderne. Mais c'est aussi un avertissement. Un avertissement que la supériorité militaire ne dure pas éternellement, que la technologie qui était dominante hier peut être obsolète demain, que la doctrine est plus importante que le matériel. La Wehrmacht l'a compris en 1943, l'armée américaine l'apprend en 2025, 80 ans de différence, 27 Abrams perdus. C'est le prix de l'apprentissage. Mais laissez-moi conclure avec une autre statistique. L'Ukraine a détruit plus de 11 000 chars russes depuis le début de la guerre. La plupart avec des drones et des missiles Javelin, pas avec des chars. L'avenir du champ de bataille n'appartient pas aux chars, il appartient aux drones, aux systèmes sans pilote, à l'arme d'attaque bon marché et produite en masse. Le Tigre était le roi du champ de bataille en 1943. L'Abrams était le roi du champ de bataille en 1991. En 2025, il n'y a plus de rois, seulement des essaims. Mais la leçon demeure. La doctrine bat la technologie. Le système bat l'arme individuelle. L'adaptation bat la tradition. La Wehrmacht s'est adaptée en 1943. Elle utilisait l'action interarmes, des tactiques de récupération, un soutien aérien. L'armée américaine s'adapte en 2025. Drones avant chars, protection active, nouvelle doctrine.
L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et parfois, très rarement, le passé nous donne les réponses pour l'avenir. Le Tigre à Koursk, 4% de pertes. L'Abrams en Ukraine, 87% de pertes. La différence n'est pas la technologie. La différence est la pensée, et c'est la vraie leçon de cette histoire. Maintenant, je voudrais vous entendre. Pensez-vous que le char, en tant que système d'armes, est dépassé? Ou peut-il survivre avec la bonne doctrine? Écrivez-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et si vous voulez voir plus d'analyses de ce genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. L'histoire nous enseigne. Si nous écoutons, mais laissez-moi ajouter quelque chose qui complète l'histoire. Les Australiens ont livré 49 M1A1 Abrams à l'Ukraine. En juillet 2025, environ 40 étaient déjà arrivés. Des Panzers supplémentaires pour remplacer les pertes américaines. Mais ceux-ci vont-ils survivre aussi? Les données disent non. La même menace de drones, le même manque de supériorité aérienne, le même manque d'infrastructures de récupération. Sans changement de doctrine, les Abrams australiens subiront le même sort que les Américains. C'est la vérité qui dérange. La technologie seule ne sauve pas les Panzers. La doctrine sauve les Panzers. Et voici quelque chose qui me fascine personnellement. L'Ukraine a trouvé une solution. Des cages en acier, de simples cages en acier autour des Panzers, des cope cages, comme on les appelle. Une solution primitive, mais elle fonctionne. Les cages font détonner les drones avant qu'ils n'atteignent le Panzer. La Wehrmacht avait quelque chose de similaire en 1943. Des jupes, de fines plaques d'acier sur les côtés des Panzers. Elles étaient censées dévier les fusils anti-chars soviétiques. Des solutions primitives pour des problèmes complexes. Les principes fondamentaux de la défense des Panzers n'ont pas changé en 80 ans. Seules les menaces ont changé. Et cela m'amène à l'analyse finale. Le Tigre à Koursk n'a pas survécu grâce à son blindage. Il a survécu grâce à sa doctrine, à la manière dont il était employé. L'Abrams en Ukraine n'est pas mort à cause de ses faiblesses. Il est mort à cause d'un manque de doctrine, à la manière dont il était employé. La technologie n'est aussi bonne que la doctrine qui l'applique. C'est la leçon de Koursk. C'est la leçon de l'Ukraine. C'est la leçon de l'histoire militaire. Et si nous n'apprenons pas cette leçon, nous la paierons encore et encore, en milliards de dollars, en Panzers perdus, en vies perdues. La Wehrmacht de 1943 l'a compris. L'armée américaine de 2025 est en train de l'apprendre. Le prix de l'apprentissage est élevé. 27 Abrams, des centaines de millions de dollars, une expérience de combat inestimable. Mais le prix de ne pas apprendre serait encore plus élevé. Les Chinois observent l'Ukraine de très près. Ils analysent chaque Abrams perdu, chaque drone détruit. Chaque décision tactique, ils apprennent, sans même avoir à combattre, et ils adaptent leur doctrine, leur production de drones, leur défense anti-chars. Le prochain champ de bataille sera encore plus dangereux que l'Ukraine. Et le Panzer qui veut y survivre aura besoin de plus qu'un blindage épais et de gros canons. Il aura besoin de doctrine, de soutien, d'intégration, exactement comme le Tigre à Koursk. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. En 1943, les Tigres combattaient les T-34 et les Il-2 Sturmovix. En 2025, les Abrams combattent les drones et les systèmes kamikazes. La technologie est différente, le principe est identique. Les Panzers ont besoin de soutien, les Panzers ont besoin de doctrine. Les Panzers ont besoin d'intégration. La Wehrmacht l'a compris. L'armée américaine l'apprend maintenant, 80 ans plus tard. C'est l'histoire de Koursk et de l'Ukraine. L'histoire de 4% et de 87%. L'histoire de la doctrine et de la technologie. Et c'est une histoire qui n'est pas encore terminée, car le prochain conflit arrive. Et il enseignera encore
plus de leçons. La question est seulement, allons-nous les apprendre ou allons-nous encore en payer le prix? Le Panzer Tigre à Koursk a répondu à cette question pour 1943, le M1 Abrams en Ukraine y répond en ce moment, pour 2025, et la réponse est la même, la doctrine surpasse la technologie, toujours. C'est l'ultime leçon de l'histoire militaire, et elle ne changera jamais. Partagez cette vidéo, car cette histoire doit être racontée. La vérité sur les guerres de chars, la vérité sur la doctrine, la vérité sur la différence entre survivre et mourir. 4% de pertes à Koursk, 87% de pertes en Ukraine. La différence n'est pas le char. La différence, c'est la pensée, et c'est la leçon que nous devons tous apprendre. Une dernière chose que j'aimerais mentionner, la bataille de Koursk est considérée comme un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Après cela, la Wehrmacht n'a fait que se défendre. Mais les Panzer Tigres, ils ont continué à se battre. Jusqu'à la fin de la guerre, les M1 Abrams en Ukraine, ils ont été retirés, après moins d'1 an, de la ligne de front vers des positions plus CRS. Le Tigre a survécu à Koursk et a continué à se battre. Le M1 Abrams n'a pas survécu à l'Ukraine. C'est l'ultime comparaison, pas la technologie, pas le blindage, pas la puissance de feu, mais la capacité à persister sur le champ de bataille, à survivre, à continuer à se battre. Le Tigre avait cette capacité, le M1 Abrams, pas. Et la différence n'était pas le matériel, la différence était la doctrine. Voilà l'histoire que les livres d'histoire militaire écriront de Koursk en 1943, de l'Ukraine en 2025. Du jour où le monde a appris que la technologie, seule, ne gagne pas, la doctrine gagne toujours. Partagez cette vidéo avec quiconque s'intéresse à l'histoire militaire. Cette leçon est trop importante pour être oubliée. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses que les autres ne montrent pas. À la prochaine fois.